Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il craindre l'essor de l'intelligence artificielle dans les images que nous voyons, les applications de bureautique, les travaux des étudiants à l'école ou à l'université, dans les voitures autonomes? Cette intelligence artificielle est déjà partout autour de nous. Alors vendredi dernier, le Conseil européen et le Parlement européen sont parvenus à un accord pour tenter de réguler le recours à cette technologie. Que prévoit l'Artificial Intelligence Act, c'est le nom de ce règlement. Que craignons-nous finalement avec cette intelligence artificielle et quelles sont les balises nécessaires et celles qui ne le seraient pas? C'est notre débat de ce soir. Voilà, et pour débattre avec nous, nous accueillons Louis de Diesbach. Bonsoir, vous êtes philosophe, vous intervenez dans le monde économique, dans le monde des entreprises, vous êtes plus spécialement intéressé par toutes les questions éthiques qui peuvent être liées à la technologie et à la technique. Et Nicolas Van Zeebroek, vous êtes professeur d'économie digitale et de stratégie à l'école Solvay, donc l'école de management et de commerce de l'Université libre de Bruxelles. Merci à tous les deux d'être là, comme chaque soir, un petit reportage pour lancer la discussion. On va voir un côté plutôt sympathique des possibilités qu'offre l'intelligence artificielle, mélange de patrimoine et de modernité. C'est un reportage signé Anaïs Corbin. On est le 28 octobre. Une rue ornée de lampadaires tout en courbes en verre et colorées, c'est l'œuvre de Pablo, enfin plutôt de son ordinateur. Ce jeune architecte d'intérieur utilise le logiciel d'intelligence artificielle Midjourney pour faire renaître l'art nouveau caractéristique de notre capitale. Il y a plein de développements dans le terrain et pour rester au courant, on voit qu'on doit expérimenter avec aussi. Et pour m'automotiver, je me suis dit pourquoi faire quelque chose sur Bruxelles et comment rêver sur ce qui pourrait être Bruxelles dans le futur. J'aime bien ce style de plein de fantaisie dedans, un peu mélancolique. Et à Bruxelles, il y a un grand patrimoine d'art nouveau et c'est pour ça aussi que ça m'a inspiré. Quelques mots-clés sur le logiciel et l'image se génèrent automatiquement grâce aux images trouvées sur Internet. De quoi faciliter la conceptualisation de certains projets architecturaux, mais plusieurs contraintes empêchent ces réalisations. C'est vraiment utopique aussi parce que plein de choses que je génère avec cette software ne sont pas réalistes au niveau financier ni technique. Ce serait très difficile, surtout les trucs art déco, art nouveau sont avec plein de détails. Créer ça en métal par exemple, c'est hyper cher. Son inspiration, il la puise dans les rues bruxelloises, surtout sur les façades classiques des maisons de maître avec les détails art nouveau. Si tu regardes en haut, il y a toutes les façades classiques, les balcons avec plein de détails, les grandes fenêtres. Et il y a toujours une certaine rythmique dans ces maisons de maître. Il a décidé de partager ses créations il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Peut-être l'occasion de donner l'idée à certains de faire revivre le Bruxelles d'antan. Alors, Louis de Diesbach, je me tourne vers vous. Pour commencer, c'est une utilisation qui commence à être maintenant courante de l'intelligence artificielle, la création de ces images virtuelles. On entend bien l'architecte dans le sujet. Il dit ça ne peut pas exister dans la réalité. C'est ça un peu le problème, un des problèmes avec l'intelligence artificielle. Ça donne une impression de réel à quelque chose qui ne l'est pas? Non, je pense pas forcément. Je pense que, j'étais très impressionné effectivement par ce qu'il était capable de faire, ce qu'il était capable de générer. Moi, ce que je reviens surtout, donc, quand il dit c'est pas possible aujourd'hui, c'est surtout d'un point de vue financier. Je pense que si on voulait mettre l'argent pour créer ce qu'il a réussi à faire, je trouve que c'est très chouette. Néanmoins, moi, le premier risque auquel je pense quand on pense à des logiciels comme ça, c'est comment est-ce qu'ils sont construits. Et notamment, j'ai un ami qui a fait une expérience sur Midjourney et qui lui a un petit peu posé des questions en lui disant, tiens, sur des choses peut-être moins consensuelles que l'architecture. Sur Midjourney, est-ce que tu pourrais me donner l'image de A Successful Doctor? Et donc c'est donc en anglais, parce que l'anglais est une langue qui est plus facilement non-genrée. Et la première image qui vient, c'est un homme, 50 ans. C'est jamais une représentation féminine. Jamais il demande a nurse, donc un infirmier et une infirmière. Midjourney va tout de suite renvoyer l'image d'une femme, sans forcément se poser la question de est-ce qu'on parlait d'un infirmier ou d'une infirmière. Dans les exemples que vous donnez, ça dit bien aussi ce que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui réfléchit, c'est quelque chose qui va
reproduire, en l'occurrence, reproduire ce qui est le plus courant, le plus commun. On va piocher les images et les concepts les plus courants. C'est ça qui va ressortir de la machine? Effectivement, l'intelligence artificielle, alors M. Van Zeebroek me corrigera peut-être sur il est plus puriste que moi sur la question informatique, mais en tout cas, c'est de la statistique. Et donc, à partir du moment où c'est de la statistique, il n'y a pas, effectivement, vous avez dit, il ne réfléchit pas, et je pense que c'est un terme très exact, il ne réfléchit pas, ChatGPT ne réfléchit pas, Midjourney ne comprend pas, il n'y a pas de question de savoir, de vérité. Ce sont des termes qu'on utilise parfois quand on décrit ces logiciels, mais qui sont, à mon sens, sémantiquement erronés. Oui. Alors, l'intelligence artificielle, dans la traduction, dans les devoirs que vous remettent peut-être vos étudiants, Nicolas Van Zeebroek, dans la médecine déjà, dans la bureautique, dans la gestion d'un portefeuille d'actions, on a parlé des voitures autonomes aussi, elle est réellement partout aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui peuvent se passer, ou demain pourront se passer de l'intelligence artificielle, ou ce ne sera plus possible? Je pense qu'il n'y a personne qui se passe et qui peut se passer de l'intelligence artificielle aujourd'hui, si on la définit au sens large. Il faut savoir que même quand vous scannez un document et que le logiciel reconnaît automatiquement les caractères, en réalité, vous avez affaire à un logiciel d'intelligence artificielle. C'est l'une des applications premières de l'IA. Si vous allez sur Amazon ou sur Netflix et qu'on vous recommande un film plutôt qu'un autre, une série X ou Y, c'est encore de l'intelligence artificielle. Et votre voiture est truffée aussi d'algorithmes qui corrigent ce que vous faites. Enfin, il y a de l'intelligence artificielle absolument partout. Donc la question n'est pas est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle ou pas, vous n'y échapperez pas. La question, c'est, quelle est la vision, la transparence que j'ai sur ce que j'utilise ou pas, et quels sont ces algorithmes, et comme disait Louis tout à l'heure, comment ces algorithmes fonctionnent réellement, et deuxièmement, qu'est-ce que je fais avec, où est-ce que je crée de la valeur, ou bien où est-ce que je subis simplement un outil. Ouais, sur la définition de l'intelligence artificielle, l'idée que c'est essentiellement un supercalculateur qui va très très vite, qui a une immense base de données à sa disposition et qui arrive à matcher plein de sources pour répondre à nos questions, ça c'est une définition un peu simple, elle est correcte ou pas? Non, je la trouve un peu trompeuse. Bien sûr, il y a derrière des grosses bases de données, bien sûr, il y a énormément de statistiques, donc il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et le fonctionnement interne du logiciel s'apparente plus à la statistique qu'à autre chose. Ceci étant, c'est très réducteur parce que c'est un logiciel qui ne se réduit pas à un simple algorithme. On dit tu fais ça, puis tu fais ci, puis tu fais ça. On a affaire à véritablement un modèle, c'est-à-dire une représentation en fait du monde. Ce n'est rien d'autre que cela, qui va lui-même trouver des détails dans les données, dans les images, qui lui permettent de classifier ou d'interpréter en fait une image. Alors, le mot comprendre est un mot très compliqué, donc il est plein de sous-entendus, on va l'éviter, mais interpréter en tout cas une image ou interpréter du texte, ça c'est quelque chose que le logiciel peut faire à coup d'apprentissage. Et ça c'est très important parce que la machine a appris elle-même et de plus en plus, c'est ça la nouveauté de l'IA qu'on a aujourd'hui, elle apprend sans intervention humaine. Ouais, et Louis de Diesbach, vous confirmez déjà en quelques mois ce qu'on peut voir sur les différentes propositions, ChatGPT et d'autres, d'intelligence artificielle, ça progresse et ça progresse très vite? Oui, ça progresse très vite. Néanmoins, je reviendrai sur quelque chose qui me semble assez fondamental. Ce que disait Yann Lequin, donc, qui est le Chief Data Scientist de Meta, qui est lauréat du prix Turing, c'est un peu le prix Nobel. Nobel. Maison de Facebook. Exactement. Et donc, c'est un peu le lauréat du prix Nobel d'informatique. Il disait, la sortie de ChatGPT n'est pas révolutionnaire. Ça faisait des années que les grandes sociétés de tech travaillaient sur quelque chose de similaire. OpenAI l'a sorti en premier, mais je pense que la seule et unique raison pour laquelle Google, Facebook, etc. ont pu très rapidement sortir leur version de ChatGPT, c'est parce que ça faisait déjà des années qu'ils travaillaient dessus. Et ça, je pense que c'est fondamental de le rappeler, c'est que oui, il y a quelque chose de neuf, c'est, je pense, la mise à disposition d'un outil incroyable à vraiment tout le monde et gratuitement. On pourra revenir d'ailleurs sur les problématiques que ça peut engendrer également. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas non plus révolutionnaire, techniquement parlant. Ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. Les modèles GPT, d'ailleurs, ChatGPT travaille sur GPT 3.5. Ça veut donc bien dire que ça faisait longtemps qu'il y avait un GPT 1, un GPT 2, un GPT 3 qui existait déjà avant novembre 2022. Ouais. Nicolas Van Zeebroek, qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants à Solvay? Est-ce que vous leur dites, par exemple, demain, les grands métiers de management, les grands métiers de l'entreprise, ça peut potentiellement être l'intelligence artificielle qui les occupe? Ou il y aura toujours une place pour l'humain pour diriger une entreprise de manière efficace? Je pense qu'on a besoin de l'humain et qu'on aura toujours besoin de l'humain. J'ai très très peu de doutes là-dessus. Le rôle de l'humain va évoluer. Les compétences, dès lors, vont devoir évoluer. Et bien malin qui pourrait prétendre savoir ce que seront les compétences dont on a besoin dans 5 ou 10 ans. Ce qui nous questionne, dès lors, non pas sur les compétences qu'on doit développer ou qu'on doit aider nos étudiants à acquérir aujourd'hui, mais quelles sont les compétences transversales, fondamentales qu'il va falloir leur donner
pour qu'ils puissent évoluer dans un monde dans lequel ils vont devoir se réinventer et réapprendre en permanence. Parce que le vrai enjeu de la technologie, c'est celui-là. C'est pas qu'on va disparaître, qu'on n'aura plus rien à faire, c'est qu'on va sans cesse devoir réinventer ce qu'on fait. Ouais. Mais demain, imaginez que le plan stratégique d'une entreprise, c'est une intelligence artificielle qui le rédige, que des prototypes, c'est une intelligence artificielle qui les imagine et qui les dessine. C'est quelque chose qui va se passer? Oui et non. C'est-à-dire que vous allez avoir vraisemblablement, et comme il y a toujours dans les vagues de technologie, une espèce d'hyper-enthousiasme qui va déborder largement ce qu'on est capable de faire. Et puis cet hyper-enthousiasme va être tempéré parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, ça coince quand même. Et où est-ce que ça va coincer? Mais regardez un sujet sur lequel on a eu quand même un petit peu de recul ces derniers temps et sur lesquels on est finalement un peu revenu. Quand on demande par exemple les robots advisors, vous savez, ce sont ces logiciels intelligents qui sont capables d'investir en bourse tout seuls. On avait dit mais ça va remplacer la banque d'investissement, etc. Et puis en fait, ça a eu énormément de succès quelque temps. Et puis on se rend compte qu'en fait, ils sont très très mauvais pour anticiper le non anticipable. C'est-à-dire que en raison de cette logique statistique, le logiciel ne fait qu'extrapoler au départ de données qu'il a déjà rencontrées. Si quelque chose d'imprévu arrive, comme la guerre en Ukraine, ou une hausse brutale des taux, le logiciel ne sait pas comment s'adapter à un paramètre complètement nouveau. Donc reproduire un scénario existant, prévisible, ça va. Mais c'est ce qu'ils font, c'est ce que fait la machine, y compris quand elle crée soi-disant de l'image. Je vais prendre un autre exemple, et je me tourne vers le philosophe. Si on prend l'exemple de l'armement, on sait qu'on a maintenant des armes qui sont capables d'identifier un ennemi, de le poursuivre par drone ou autrement, de faire feu, et puis en face des systèmes défensifs qui sont capables d'identifier une menace et d'essayer de la détruire. Ça doit nous faire peur, ça, ou pas? Je ne pense pas que ça doit plus nous faire peur que d'autres avancées technologiques qui ont pu exister dans l'armement. Je ne suis pas spécialiste de l'armement, mais je me souviens qu'Asma Mala, qui travaille notamment là-dessus à Sciences Po et à Polytechnique en France, rappelait qu'à partir du moment où il y a une guerre entre un drone et un être humain, ce n'est pas une guerre, c'est un assassinat. Et j'avais trouvé cette phrase vraiment très très forte. Ça m'avait beaucoup marqué parce que je pense que ça vient vraiment fondamentalement changer la notion de la guerre et qui n'est plus effectivement deux personnes, deux peuples, deux entités qui s'affrontent, mais à partir du moment où il y a du non-humain, c'est du coup quelque chose de différent que ça de la veut dire guerre. que la responsabilité morale, on parle là d'armes, mais on peut parler d'accidents de roulage en voiture par exemple, la responsabilité morale, elle doit rester chez l'être humain? Elle ne pourra jamais être déléguée à la machine? Par définition, la responsabilité morale ne peut pas être déléguée à la machine n'a pas de morale. Ouais. Petite parenthèse dans ce débat, mais ce n'est pas forcément une digression, vous allez voir, Nicolas Wasenbroek. Je voudrais avoir votre explication sur ce qui s'est passé à OpenIA, ou OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, avec le licenciement de Sam Altman. Le patron, il est viré pendant 4-5 jours, Microsoft le récupère, et puis finalement, il revient à la tête de OpenIA. Vous l'interprétez comment, cette histoire? C'est une querelle d'ego, ou c'est une vraie divergence fondamentale sur ce qu'on peut ou pas faire avec l'intelligence artificielle? Je crois que la question est plus prosaïque que ça. Je pense que, mon interprétation, je ne suis pas dans le secret des dieux du tout, c'est qu'il y a eu à un moment une divergence de vue sur la mission première d'OpenAI, qui est née comme un non-profit, comme une entreprise qui n'était pas supposée... Donc c'était plutôt une fondation avec des chercheurs, voilà. Oui, et qui était supposée développer des modèles qui auraient dû être open source et qui auraient dû être ouverts au public. Après, on en a fait un modèle complètement commercial, ce qui non seulement pouvait déranger certains des administrateurs, et en particulier l'un d'entre eux, qui avait lui-même développé un business à côté, qui utilisait la technologie d'OpenAI et qui se trouve tout d'un coup en concurrence. Et puis il y a des jeux comme ça qui sont, à mon avis, autant de principes que d'intérêts à court terme de l'un ou de l'autre. Ouais. Mais cette opposition fondamentale sur... les recherches doivent servir à tout le monde, elles sont ouvertes. Ouais. Et en même temps, on doit peut-être les contingenter et mettre un cadre où on est plutôt dans un modèle commercial et la recherche, ça sert d'abord et avant tout à avoir des applications qui vont faire du business. C'est quelque chose comme ça qui s'est passé à l'intérieur de ce combat de coq ou pas? C'est probable qu'il y ait eu de cela, effectivement, au-delà des intérêts commerciaux, mais la vraie question, effectivement, de l'ouverture du code de ces algorithmes, ça, je pense qu'elle est vraiment fondamentale. Et on a bien vu dans les négociations, on y viendra peut-être sur l'AI Act en Europe, que la question de l'open source et des modèles open source a été vraiment essentielle dans cette histoire-là, avec deux vues vraiment radicalement différentes en la matière. Ouais, l'idée que c'est open source, donc on peut partager les savoirs et les données, c'est important. Et ça va être important aussi pour les entreprises demain? C'est vraiment deux visions qui s'opposent. Il y en a une qui est notamment plutôt prônée par Facebook et Meta, qui est pro-open source, d'autres qui sont plutôt pas le cas, entre autres Microsoft, OpenAI dont vous parliez, Google. Ces deux visions de la technologie, moi j'aurais plutôt tendance à prôner effectivement un modèle open source. Après, je peux aussi imaginer qu'il y ait... il y a également d'autres questionnements éthiques et philosophiques à avoir, open source ou pas. Ça restera des problématiques qu'il faudra creuser. Quand on a investi dans du développement, dans la recherche, on a quand même, a priori, envie que ça profite à un moment.
que l'investissement ne soit pas gratuit. Hein. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez un modèle open source que le fait que vous investissiez, ça veut dire que vous offrez d'un seul coup, du jour au lendemain, toutes vos recherches au monde entier. C'est pas mutuellement exclusif, effectivement. IBM et d'autres entreprises font beaucoup d'open source, y compris Microsoft d'ailleurs de plus en plus. Ça ne les empêche pas de maintenir un modèle hybride. Mais pourquoi je crois que la question ici est vraiment fondamentale et pas simplement une bête question commerciale, c'est que la question de l'open source, c'est pas seulement la réutilisation du code, c'est d'abord l'accès au code. C'est-à-dire que l'open source est le seul gage que l'utilisateur final, que l'entreprise qui utilise un algorithme, sait exactement comment cet algorithme fonctionne, comment il a été entraîné. Et ça, c'est très différent. Voilà, et c'est notamment une des questions que posera la réglementation européenne. On va y revenir dans un instant. Je voudrais, avant qu'on voit un deuxième extrait de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être un extrait ou une utilisation un petit peu moins sympathique. U ziet het goed. De beest is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen, maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattenpies, maar hebben we toen ook opgelost. Niet met halfwerk, maar doen wat moest. Ja, en soms met wat koppigheid, maar altijd uit respect voor de kiezer. Dat werkte vroeger en dat kan vandaag ook werken, omdat respect werkt. Zegt dat ervaren gids het gezegd heeft. Voilà, petit clip de campagne du CDNV. Je fais une traduction résumée rapide pour ceux qui ne parlent pas le néerlandais. C'est Jean-Luc Dehaene qui nous explique que effectivement les défis en 2024, ils sont compliqués, mais que lui aussi, il en a connu des défis compliqués, qu'il les a résolus et que ce qui importe surtout, c'est d'entendre le choix de l'électeur. Petit rappel quand même, Jean-Luc Dehaene, il est décédé en 2014, c'était il y a déjà 9 ans, et il n'a jamais tenu ses propos, donc ce sont des images réalisées à partir de vidéos d'époque et de sons d'époque, mais Jean-Luc Dehaene n'a évidemment jamais prononcé ces mots-là dans la vraie vie. Tromperie sur la marchandise, est-ce que ça c'est inquiétant, cette utilisation-là du deepfake en l'occurrence, qui est une des applications de l'intelligence artificielle? Ici, elle est à mon avis juste de mauvais goût, mais elle est faite dans un cadre où c'est présenté tel quel. Il n'y a personne qui a de doute sur le fait que Jean-Luc Dehaene soit mort. Je pense pas. Et donc, en plus, c'est le parti qui lui-même le présente comme tel et le présente comme étant effectivement un deepfake. Je crois que là, on est dans le cas de limite d'utilisation qui serait acceptable, qui n'est pas forcément de bon goût, mais qui est envisageable. Le problème, c'est quand la réalité et le deepfake se mélangent et qu'on ne sait plus très bien faire la distinction entre les deux. Ça, je pense que ça devient un vrai problème. Mais vous savez, c'est un problème qui nous concerne, qui nous impacte beaucoup plus que ce qu'on imagine. Quand vous prenez une photo avec un smartphone de dernière génération aujourd'hui, l'appareil photo retouche déjà la photo à la volée. Donc la photo que vous voyez finalement stockée sur votre téléphone a déjà été en fait manipulée par une intelligence artificielle qui a optimisé différentes parties de l'image. Donc vous avez déjà une espèce d'intelligence artificielle qui vient s'intercaler, qui vient s'interposer entre la réalité et vous. Ouais, et ça, on ne le sait pas. Et on ne le sait pas toujours, et c'est plus dangereux. On ne le sait pas toujours. Donc accord vendredi dernier, entre des représentants du Parlement européen et du Conseil européen sur cette proposition qui doit encore être formellement approuvée, mais qui respecte, je fais un petit résumé, qui propose qu'on respecte les droits d'auteur, donc obligation de payer quand on utilise des bases de données écrites, visuelles, sonores qu'on utilise, que les entreprises doivent expliquer comment elles utilisent l'intelligence artificielle et qu'elles aient notamment une trace de ce qu'elles ont fait s'il y a une demande des autorités, qu'on prévienne le consommateur ou le citoyen si l'intelligence artificielle a été utilisée, et aussi d'avoir une réflexion globale et collective sur ce qui est acceptable ou pas dans le recours à l'intelligence artificielle. Ça n'a pas l'air de grand-chose, en réalité c'est déjà beaucoup. C'est gigantesque et surtout parce que l'Europe, et je pense que c'est une volonté européenne, a été la première à mettre une vraie réglementation solide autour de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on peut imaginer voir émerger maintenant, ce sont des choses un peu similaires à ce qu'on avait vu avec le RGPD, donc le règlement sur la protection des données privées. Énormément de pays, je pense notamment au Brésil, ont calqué leur réglementation sur le respect de la donnée privée exactement sur le RGPD européen. Et comme pour les entreprises, typiquement Google, Facebook, etc., c'est beaucoup plus facile de se calquer sur le plus exigeant pour ensuite faire un petit peu pour les autres, ce qu'on dit souvent, qui peut le plus, peut le moins. À partir du moment où ils vont répondre aux réglementations de l'Europe, ils répondront probablement à beaucoup d'autres réglementations. Et donc en fait, en faisant ça, et c'est des choses dont énormément de gens ne sont pas conscients, l'Europe augmente également, je dirais, la sécurité et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour tous les citoyens du monde et pas uniquement pour les citoyens européens. En tout cas, sur du moyen terme. Pas encore aujourd'hui, bien sûr, mais c'est probablement ce qui va arriver. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Nicolas Van Zerbroek? Parce que sur le RGPD, on a aussi vu des entreprises dire que le continent européen, du coup, ça les intéressait un petit peu moins. Et puis, on a aussi le risque que certaines entreprises se disent non, nous, on ne va pas être présents en Europe. Notre moteur de croissance, c'est plutôt l'Asie ou les États-Unis. Il y a des entreprises qui peuvent être contrariées par ce projet européen ou pas?
Oui, probablement, mais ce à quoi Louis fait référence, c'est ce qu'on appelle l'effet de Bruxelles. Et donc il y a une espèce maintenant de fascination du régulateur européen, l'idée qu'on va réguler le monde entier en régulant les premiers, en dégainant le premier. Et ça marche vraiment sur le RGPD, ça a vraiment fait ça a eu de l'influence très certainement, comme disait Louis à juste titre. Il y a eu le Brésil, mais même la Californie s'est fortement inspiré du RGPD. Donc un peu partout dans le monde, ça SM, ça c'est vrai. Est-ce que ce sera le cas ici? C'est possible, comme dit Louis, c'est une possibilité. Maintenant, je crois qu'il y a un peu des deux. Ce qu'il y a aussi, c'est que il est possible qu'à un moment on ferme certaines portes, ce qui est délibéré d'ailleurs et qui est assumé, parce que l'IA Act européen vise à interdire certains usages qu'on considère comme étant à trop haut risque, etc. Donc on met des balises qui peuvent aller jusqu'à certaines choses qu'on ne veut pas voir, comme de la reconnaissance faciale en temps réel par exemple. Donc il y a des choses qu'on veut bannir. Vous bannissez ça, vous fermez le marché se développera peut-être ailleurs, sauf si les autres prennent des mesures équivalentes. Ouais. Il y a un peu deux philosophies qui s'opposent. Soit on laisse le secteur s'auto-réguler, soit on demande au pouvoir public d'intervenir. C'est ce qui est plutôt l'école européenne. Est-ce que les Américains sont réellement prêts à suivre cette école-là ou pas? Les Américains sont dans une vraie problématique qui est assez systémique, soit dit en passant, parce que la grande différence de l'Europe, c'est que c'est facile de réguler quand on n'a pas vraiment on n'a rien à perdre de notre côté. On n'a pas de grosses entreprises basées sur le territoire européen. Il y a Aleph Alpha et Mistral AI, justement, qui ont mis un peu le bazar dans les derniers jours de négociations sur les AI Act, mais on n'a pas d'immenses champions comme Google, comme Facebook, comme Microsoft, etc. Aujourd'hui, l'administration Biden est un peu entre le marteau et l'enclume, parce que d'un côté, il y a, je pense, une grande partie de la population, il y avait des recherches là-dessus qui montrent qu'ils sont inquiets des évolutions de l'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, si Biden dit on s'arrête, vous pouvez être à peu près certain que le grand adversaire dans l'IA des États-Unis, qui est la Chine, va sûrement pas s'arrêter. Si mieux vous arrêtez 6 mois dans le développement de l'intelligence artificielle, c'est comme si mieux vous arrêtiez pendant 15 ans. C'est un retard gigantesque que les États-Unis ne peuvent pas vraiment se permettre de prendre. Et donc, être entre les deux, pour l'administration Biden, je pense que c'est très compliqué. Ouais, c'est une grande compétition internationale, l'école de Hambourg. Est-ce qu'il y a des emplois théoriquement, qui vont être créés demain par l'intelligence artificielle, qui risquent d'échapper aux Européens ou pas, avec ce règlement? Ou en dehors de ce règlement? Alors, indépendamment du règlement, il y a un enjeu de taille qui est effectivement la place de l'Europe dans le grand concours du numérique et des technologies de pointe, et que je pense qu'on est en train effectivement de perdre. On l'a largement perdu à beaucoup d'égards aujourd'hui. On a accumulé un retard colossal sur les États-Unis et sur la Chine, à tel point qu'on en est devenu extrêmement dépendant. Et donc aujourd'hui, on est tous là à pleurnicher en se disant on devrait absolument restaurer la souveraineté, l'indépendance numérique européenne. Moi, je veux bien, mais 90% de nos données sont aux États-Unis de facto. Je crois qu'on n'a pas la capacité de le faire du jour au lendemain. Donc maintenant, l'IA, on peut décider de prendre le train en marche et d'essayer de le saisir, sachant qu'on a toute la matière grise qu'il faut pour ça. Ouais, mais il faudrait investir. Alors, il faut investir massivement. 2, il fallait redonner de la sécurité juridique. Ça, c'est quand même quelque part ce que l'AI Act fait en balisant et en disant ce qui est permis ou pas. Et ça peut justement aider à l'innovation, surtout que les entreprises européennes sont souvent frileuses. Tant que ce n'est pas vraiment permis, légalisé, on n'ose pas trop. d'un cadre. Donc ça peut aider, mais ça peut aussi ralentir, ça peut ajouter un peu des barrières dans le développement. C'est clair que dans le monde de l'IA, depuis toujours, ça fait des années et des années qu'on le voit, les entreprises ont tendance à dire j'adopte d'abord, j'implémente d'abord et je poserai les questions après, ou pas du tout. Ce qui pour moi est un problème d'un point de vue éthique, c'est vraiment un souci. On a vu notamment, là, il n'y a pas si longtemps, une grande entreprise qui avait mis à disposition un logiciel qui permettait de changer la voix des gens, qui dit on sort le logiciel, by the way, peut-être qu'il y a des questions éthiques qu'on devrait se poser. Et moi, je trouve ça terrible. C'est un petit peu comme si on sortait une voiture, puis on dit si jamais vous roulez trop vite, vous pourriez avoir des problèmes. En fait, ce serait bien de déjà avoir une ceinture de sécurité, de déjà avoir des airbags avant de commercialiser la voiture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe. Et maintenant, ce sera donc un petit peu le cas avec ce projet de règlement européen. Merci Nicolas Van Zeebroek de l'école Solvay à l'ULB. Et merci Nicolas de Diesbach, merci philosophe, merci d'avoir été avec nous. Demain, dans Plus d'actu, on évoquera le conflit au Proche-Orient. On se posera notamment la question de savoir si on peut constater et sanctionner des infractions au droit international et comment se fait-il que la communauté internationale semble si impuissante. Et puis demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment le libéral David Lester. Continuez à bien vous informer et à demain.